Bon, on va commencer. Je vais vous mettre, faut que j'aille sur OBS, je vais vous mettre la revue de presse que j'ai préparée. On va commencer par l'article du Républicain Lorrain. Le cauchemar sans fin du FC Metz humilié à Lille. Pas mal comme titre. Je sais pas si vous avez vu, moi, comme titre de stream, j'ai mis les naufragés de Lille. Voilà. Je pourrais mettre Lost, les disparus, parce qu'on cherche encore une équipe qui a le niveau pour jouer la Ligue 1. Le FC Metz a changé d'heure, a changé de 11 de départ aussi, encore une fois. Pas ses habitudes ce dimanche. À Lille, il a sombré une nouvelle fois face à un LOSC infiniment supérieur dans tous les compartiments du jeu. 6-1. Après 9 journées, la lanterne est plus rouge que jamais. Je peux te dire que la lanterne du bon Dieu, va falloir prier le bon Dieu pour espérer une victoire à Metz. Ah, ça y est, je commence à être en roue libre. À tirer à tout va, je dézingue. La sono du stade Pierre-Mauroy a fait retenir la balade des gens heureux ce dimanche à l'issue de la victoire de Lille sur le FC Metz et ce choix musical n'avait peut-être rien d'anodin. Le LOSC s'est amusé pendant 90 minutes face à des Grenats bon dernier et désormais décrochés. Pas mal cette petite impro signée mon cher Angelo Salemi. Toujours très bien informé, on le précise. Si vous ne savez pas quelque chose, vous n'avez qu'à lui demander pour ceux qui ont la référence. Après avoir déjà servi de paillasson à Toulouse, Marseille ou encore Monaco, le promu s'est cette fois fait avaler par des dogs énervés par leur échec européen jeudi face au PAOK. Gauthier, il ne s'en cache pas, ce FC Metz n'a tout simplement pas le niveau et il le prouve semaine après semaine, défaite après défaite, humiliation après humiliation. Je vais essayer de vous lire en même temps. La gestion de Maggio, ouais, on va en parler aussi sur les choix de Stéphane Lemignan, il y a quelques interrogations quand même. Hein et Fischer sur le banc. Donc ça fait partie des choix de Stéphane Lemignan ce week-end. Stéphane Lemignan a pourtant tenté d'inverser la tendance, de provoquer quelque chose, un électrochoc. Le technicien breton a placé son capitaine sur le banc. Une question de profil, a-t-il justifié, et changé de gardien. Peu en réussite jusqu'ici, Jonathan Fischer a cédé sa place à Papsi et ce choix, pendant une grosse demi-heure, a semblé payant. C'est vrai que Papsi a fait des gros arrêts en début de première mi-temps. Globalement, l'entame de match était pas trop mal, j'ai trouvé. Mais après, plus le temps passait, plus ça s'est délité en fait, plus l'écart s'est fait ressentir, je trouve. Je trouve que de manière générale, Lille a pris le dessus par ses pairs sur les côtés, dans les couloirs. Ils ont été très très forts pour étirer le bloc messin qui était déjà pas très compact, je trouve. On va faire le parallèle, il faut se mouiller la nuque, les gars. Metz a joué en blanc, mais c'était pas le Real Madrid. Mais pour ceux qui ont suivi le Classico hier, j'ai pu regarder ça dans le bus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Real? Ils savent très bien que le Barça, c'est une possession haute. Ils jouent à la ligne médiane, ils jouent le hors-jeu. Ils jouent en 2-5-3, on va dire, globalement, quand ils ont la balle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas pris pour des autres, alors que c'est le Real Madrid. Ils se sont dit, ok, on se met en bloc compact, on joue à 5 derrière, Vinicius, Mbappé devant. Et voilà. Et quand je vois un promu qui n'a pas gagné un match cette saison, alors c'est bien, on a réclamé de jouer plus offensif. Mais là, il faut se rassurer à un moment donné. Et puis je pense que tu peux jouer offensif en ayant un bloc compact. Et là, j'ai vu des trous dans les lignes. Il y avait des courants d'air. Alors c'est aussi la qualité de Lille qui a provoqué ça. Le fait d'étirer sur la largeur le bloc messin. Et ça a notamment bien fonctionné sur les couloirs. Si vous regardez bien, si vous refaites les actions principales du match, d'un côté, tu avais Romain Perrault et Fernandez Pardo. De l'autre côté, tu avais Thomas Meunier qui combinait bien aussi avec Félix Correa et qui montait aussi, qui dédoublait. Pareil de l'autre côté avec Perrault. Et ce qui a fait mal aussi à Metz, et notamment dans le milieu de terrain, c'est les milieux qui se projettent, donc déjà qui amènent le surnombre au niveau de la zone des défenseurs centraux. Et Hamza Egaman, là où il a été très fort aussi, j'ai trouvé, c'est dans ses décrochages en fait. Il était constamment. En fait, ils ont joué dans un fauteuil. Déjà qu'ils sont à 2-3 classes d'écart d'un point de vue technique, ils avaient constamment 4, 5, 6, 7 mètres pour jouer. Donc forcément, ils ont tout le loisir de faire parler leur qualité technique. Et Egaman, notamment dans le décrochage, il a joué, on va pas dire faux neuf, mais en quelques sorties quand même. Il y a pas mal de décrochages. Je crois que c'est sur le troisième ou le quatrième but il fait le décrochage juste après avoir obtenu le coup franc à la ligne médiane. Il décroche, il lance, je crois que c'est Fernandez Pardo qui lance sur le côté. Et Pardo fait le centre pour Félix Correa, il me semble. Et ça part de son décrochage, parce qu'on le trouve entre les lignes, donc forcément il est libre de tout marquage. Et ça, ces décrochages, ils ont fait très mal, je trouve. La saison, elle va être historique. Je vous ai préparé une stat par rapport à ça, et après je reprends la lecture de l'article. Je sais pas où je l'ai noté, j'ai dû l'effacer. Ah non, elle est là. Alors Bordeaux tient le nombre du record de buts encaissés en Ligue 1. J'ai vu ça sur Twitter. Je crois que c'était Amé qui avait tweeté ça. 91 buts encaissés
en 2021-2022. Accrochez-vous, on est à 26 buts à la J9. Donc on est sur les standards de faire pire que Bordeaux. C'est incroyable. Yekbe, c'est la réincarnation de Guernendo. Tu sais que Guernendo, il est dans mon club. Je crois que je l'avais déjà dit ici. Il m'a dit que j'avais un pied gauche exceptionnel. Je peux te dire que ça m'a marqué. L'entame de la deuxième était bonne jusqu'au but. Mais j'allais y venir. Les deux entames étaient pas trop mal. Après, comme j'ai dit, voilà. Il y a eu trop d'écart. Et puis, il y a eu trop d'imprécisions techniques. Et après, on reprend le résumé. Mais pour faire simple, il y a eu trop d'imprécisions et il y a un manque trop important de justesse dans l'utilisation du ballon et à la récupération aussi. De toute façon, les deux vont de pair. Mais si vous regardez bien, quand Metz récupère la balle, j'ai pas vu Metz enchaîner 5 passes hier. Et tu peux pas, quand tu fais autant d'efforts pour récupérer le ballon, le but du jeu, c'est de la garder le plus longtemps possible, de faire remonter le bloc. Et là, après, tu peux jouer en transition et en 3-4 passes te retrouver dans la surface adverse. Et là, avec les imprécisions techniques, dès que tu récupères la balle, tu la rends à l'adversaire. Donc déjà, tu t'épuises et t'as pas le temps de te créer une situation. Et puis, il y a trop de mauvais choix aussi. Parfois, on centre, il y a Diallo et... Je vais dire une connerie, Titaïchvili à la surface ou Sabali. Tu peux pas faire des centres à 2 Messins pour 4 Lillois, dont un seul qui est capable de jouer un duel de la tête. Tu peux pas. Donc, quand tu regardes les grosses équipes jouer, elles centrent plus. Regarde le Barça hier, ils font pas de centre. Quand ils arrivent dans le coin, ils reviennent, ils ressortent, ils essaient de trouver des combinaisons. Et même Lille l'a beaucoup fait aussi. À des moments de faire gauche, droite, de chercher des 1-2, des petites combinaisons dans les petits espaces. Parce que, en fait, plus tu centres au hasard, et plus tu la rends à l'adversaire aussi. Cléo Mélière s'est fait enrhumer 2 fois sur son côté comme jamais. Non mais gros, il avait un client. Hein. Les dédoublements intérieurs puis extérieurs, ça fait mal, ouais. Ouais non, Mélière, c'était pas un cadeau de le faire rentrer dans ce match-là. Hein. Mais bon, faut bien le lancer à un moment donné. Tu vois que les joueurs jouent la crotte au cul. Le raté de Sabaly l'illustre. Alors il y a le rebond, mais pour moi, un joueur de ce niveau, que moi je la rate en niveau régional, ok. Et d'ailleurs, j'ai les pieds carrés, mais qu'un joueur de ce niveau-là la rate, non, c'est pas normal. Après, Mélière, c'est pas un cadeau de rentrer dans un match comme ça. Exactement, fils de Moldu. Alors, on reprend la lecture de l'article. Donc, voilà, Stéphane Lumignon avec ses choix forts. Gauthier sur le banc. On en était où? Voilà. Le Sénégalais a sorti plusieurs parades déterminantes, mais puisque cette saison est un cauchemar sans fin, il a fallu qu'il se plante sur une relance au pied complètement ratée dont a profité Félix Correa pour le deuxième but nordiste, 34e minute de jeu. Alors rapidement, moi je reviens là-dessus. Je comprends pas pourquoi on s'est entêté aussi à vouloir ressortir propre, encore une fois. Stéphane Lemignon a dit en conférence de presse, et même je crois que c'était aussi le discours de Fred Arpinon, de revenir à des choses plus simples, plus élémentaires. Pour moi, ça passait par un jeu plus direct. On l'a vu 2-3 fois à un moment allongé sur Diallo. Et Diallo, il gagnait les duels, ça permettait aussi un peu de faire remonter le bloc. Et pour moi, je suis désolé, tu peux pas jouer en ressortant derrière avec Papsi dans les buts. Il a pas le jeu au pied, on l'a vu là-dessus. Dès qu'il a fallu relancer pied gauche, il s'est manqué. Alors ça arrive, malheureusement pour lui. Il a fait quelques parades avant ça, faut pas lui tomber dessus, mais c'est un constat, il a crevé l'équipe sur cette action-là. Et parce qu'il y a quoi, 2-0 à la mi-temps. Si tu reviens à la mi-temps à 1-0, c'est pas forcément la même musique aussi. La pseudo-faute de Mélière qui amène le but, on est d'accord qu'il n'y a rien du tout. J'ai pas revu au ralenti, mais il y a quand même un tacle, je crois. Faut plutôt parler du retourné d'Yeni avec les sangliers. Il a mis une sacrée retournée avec ce nom. Salut Baz. Ouais, la cata. Hein. On vient en paix, ouais, j'essaie d'être en paix, mais j'ai du mal quand même. Sur les ralentis, il ne touche pas simulation. Ah ok, bah j'avais pas vu. Hamza et Gaman avaient de toute façon déjà indiqué le chemin de la défaite, la 7ème en 9 journées aux Messins, en mettant fin à leur vaine résistance après 24 minutes. Sur le premier but, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a plusieurs erreurs aussi. Il y a un manque de communication entre les défenseurs centraux et les milieux. Il y a les milieux qui reviennent pas dans la surface. Après, enfin franchement, dans la surface sur cette action-là, les Messins ils sont en supériorité numérique. Pour moi, ils n'ont pas le droit d'encaisser ce but. Et je trouve, alors après, je suis pas défenseur, hein, mais moi, j'ai toujours entendu les coachs me dire ça. Ou en tout cas, dire ça aux défenseurs de l'équipe. Quand il y a un centre comme ça sur le côté, les défenseurs, ils doivent avoir un œil et sur le ballon, mais aussi et surtout sur le joueur qui est dans sa zone. Et là, les défenseurs sont focalisés sur le centreur. Et en plus de ça, ils se font emmener aussi. Il y en a un ou deux, je crois que c'est Gbamin et peut-être Yekbe derrière lui, qui se fait emmener au premier poteau par comment il s'appelle, Boadi au milieu de terrain. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure.
cette supériorité amenée par les milieux de terrain. Haraldson toujours dans les interlignes, Boadi notamment qui sort du double pivot pour amener le surnombre. Ça fait beaucoup de mal et notamment sur cette action-là parce que c'est ce qui permet de libérer la zone en retrait où il y a peut-être un manque de petit effort, un manque de communication des milieux de terrain qui reviennent aussi un peu trop tardivement, qui accompagnent pas. Et après Egaman, la finition, hein, frappe croisée. Là on voit la différence entre un attaquant aguerri et les attaquants du FC Metz qui sont pas forcément en confiance non plus. Tu peux nous parler de Munongo, tu connais. Alors je me suis un petit peu renseigné. Je peux même vous ressortir le message que j'ai reçu à son sujet. Munongo, on m'a dit que c'était un très gros potentiel. Attendez, je vais vous ressortir exactement le message d'un de ses anciens coachs. Alors je sais pas s'il l'a eu, mais en tout cas il le connaît. Munongo, très gros potentiel d'avenir. Mais visiblement trop tôt pour être dans un groupe de Ligue 1, surtout dans une période très difficile pour l'équipe. Alors après, on sait ce que ça peut être aussi. On peut peut-être mettre en avant des jeunes joueurs pour tout de suite leur donner de la valeur. On sait comment ça marche. Donc voilà. Ouais, il a 15 ans, il a été en équipe de France, il a participé à une compète récemment. J'ai plus la compète en tête, mais voilà. Alors notre cher Egaman qui avait ouvert le score, l'illusion d'un exploit d'une après-midi heureuse n'aura pas duré longtemps. On le disait tout à l'heure, bonne entame, mais au final, au bout de 25 minutes, ça lâche quoi. Seul l'horaire finalement a changé ce dimanche du côté lorrain. Si, l'immense frayeur. J'ai toujours pas revu le choc. Parce que j'ai revu le match, mais la fin de match, je l'avais vu hier, donc je me suis pas refait la fin, et je crois que c'est entre les deux que j'ai pas eu le. La seconde période a confirmé l'immense supériorité lilloise avec des buts de Correa, Perrault, André. Je suis content pour Correa, c'est un petit portugais. Bon, il a eu un parcours assez sinueux, je crois qu'il est passé par City, Liverpool, la Juve. Et là, il commence à faire son petit trou. Encore une fois, recrutement intelligent du côté lillois. André Haraldson, face à une défense pathétique. On a quand même pris une tête plongeante par Benjamin André. Et le seul motif de satisfaction n'est même pas la réduction de l'écart d'Iboussane sur une jolie reprise, mais le fait d'avoir évité un drame. En sortant courageusement dans les pieds de Hossam Sarawi, Papsi a été victime d'un choc assez terrible au niveau de la tempe, qui l'a laissé inconscient plusieurs minutes sur la pelouse de Pierre Mauroy. Un instant d'effroi partagé par tout un stade, soudain silencieux. Le gardien sénégalais sorti sur civière a terminé son week-end dans un hôpital lillois pour des examens et Jonathan Fischer a pu retrouver ses habitudes en concédant les 2 derniers buts de l'après-midi. Franchement, je ne sais pas si c'était un cadeau de changer de gardien, surtout pour Jonathan Fischer. Attendez, je bois un coup. On en a déjà parlé, il n'est pas exempt de tout reproche sur certains buts, il n'est pas forcément rassurant tout le temps. Alors après, déjà, c'est un des rares qui a assumé aussi aller voir les supporters très souvent. Alors après, des fois, c'est peut-être de la com, c'est une recrue. Mais voilà, je pense que c'était pas... la réaction, on ira la voir après. Mais je pense que c'était pas non plus peut-être un cadeau de changer de gardien. La preuve, bon après, c'est malheureux, il se blesse, Papsi. Mais lui aussi, au final, ses choix, est-ce qu'ils ont été payants? J'ai pas l'impression. Alors après, on va dire oui, c'était Lille. Ouais, mais tous les week-ends, c'est Lille, c'est Lens, c'est Paris, c'est Marseille, oui. Et le problème, c'est que quand c'est Toulouse, quand c'est Le Havre, quand c'est Angers, on gagne pas. Voilà, donc à un moment donné, c'est qu'on n'a rien à faire là, tout simplement. La venue de Lens dès ce mercredi à Saint-Symphorien devrait prolonger ce cauchemar au vu du niveau affiché dernièrement par les deux équipes en ce moment. La seule interrogation qui précède un match du FC Metz est celle de l'ampleur du score. Cet effectif de Ligue 2 qui tente de survivre en Ligue 1 donne peut-être le maximum, mais cela ne suffit pas pour éviter de couvrir de ridicule un club aux 90 années d'histoire. Alors on voit les 2 compositions d'équipe, et donc les fameux choix de Stéphane Le Mignan, avec un Sabali un petit peu dans un couloir droit, Alpha Touré titulaire, en l'absence de Bouba Traoré malade toute la semaine, cette défense à 4, Yekbe en l'absence de Mboula blessé et Sadi Boussane suspendu. Abuashvili qui réintègre le 11 aussi. Titashvili au poste d'arrière gauche, ça on va en parler aussi. Alors pour moi, il a fait ses meilleurs matchs au poste de latéral. Mais encore une fois, alors certes, la plupart des joueurs n'ont peut-être pas le niveau pour rivaliser avec des joueurs de Lille ou pour rivaliser avec le niveau de la Ligue 1, c'est-à-dire faire des différences en 1 contre 1. On l'a vu, ce que fait Fernandez Pardo. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont aujourd'hui capables dans les couloirs de le faire à Metz ? Je suis pas sûr, mais en tout cas, pour moi, Titashvili, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Alors après, le souci, c'est qu'en jouant latéral, c'est qu'il a 70 mètres à faire pour aller jusqu'au but adverse. Donc, encore une fois, il n'est pas aidé. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de faire des combinaisons. On a vu beaucoup de pertes de balles, des difficultés à enchaîner 3, 4, 5 passes.
Donc voilà, je vais essayer de vous lire en même temps. Après, Fischer, il était pas chaud sur le but d'André. Ouais, il y a un peu de laisser aller sur ce but. On n'aura pas mieux et on peut pas avoir pire. Dans les mêmes situations, j'ai pas compris là le commentaire. Dans les mêmes situations ou presque que la nôtre, donc bon, c'est un meneur d'homme. Ah, vous parlez de Comboiré, ouais, on va en parler après de Comboiré. Restez là, n'oubliez pas. De mémoire, il a jamais eu 2 points à 12 journées, car il arrivera après Nantes avec X points de retard. J'ai son bilan, j'ai sa moyenne de points de la saison dernière avec Nantes. Je vous ai préparé un article de l'équipe, donc ça c'est la réaction de Genesio. Je sais pas si vous voulez qu'on se la fasse. Bon, c'est déjà lu le résumé, on va passer à la suite plutôt. Les chiffres de la rencontre, ça c'est peut-être plus intéressant. Donc, le nombre de passes, habituellement, le FC Metz est habitué quand même à faire plus de passes que ses adversaires. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Possession, pour une fois, le FC Metz n'avait pas la possession. Alors qu'on avait vu dans l'avant-match avec notre confrère Pierrick de Simplement Dog, qui nous expliquait pourtant que Lille aimait bien quand même presser et jouer plutôt les contres. Là, on a vu que Metz, globalement, a essayé de respecter un plan de jeu. Alors, j'ai entendu à la mi-temps que Jesse Deminguet parlait de bloc médian. Quand on écoute même les anciens joueurs, je pense à Stéphane Morbiconi, quand même, il y a des spécialistes du poste qui nous expliquent qu'il faudrait peut-être justement peut-être être moins ambitieux et se positionner plutôt en bloc plutôt bas plutôt que médian. Donc, parce qu'encore une fois, avec ce 4-3-3, parce qu'on n'est pas allé vraiment les chercher, j'ai vu par moment, par séquence, il y en a un qui sortait sur la défense centrale. On était complètement désorganisé. Et je crois que le pire, c'est à la perte de balle. On se fait perforer dans le dos de la défense. Et encore une fois, cet intervalle entre le milieu et la défense, ou même dans le dos des défenseurs centraux, il y a eu beaucoup de ballons en profondeur également. Je trouve qu'on a du mal avec ces alignements et cette gestion de la profondeur. Et de toute façon, le match d'hier, il le reflète assez bien. Donc voilà pour les chiffres. 23 tirs à 10 quand même, c'est symptomatique. 4 tirs cadrés. J'ai entendu en début de match, avant le début du match, Smaïl Bouabdella au commentaire nous expliquer nous donner l'info en tout cas que Metz était, avant le match, avait tenté 57 frappes en 9 matchs. C'était, je crois, le plus faible total d'Europe avec la Cremonese. Putain, je l'ai bien dit. Qui était à 43 tirs. L'équipe de Jamie Vardy en Serie A également promue. Ouais, ça parle de Bay dans le chat. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que lui, je pense qu'il avait des ambitions. Et il se retrouve au Stade Rennais. Donc arriver à Metz dans un bourbier en cours de saison, j'ai du mal à l'imaginer. Je pense qu'il va retourner consultant. De toute façon, je crois qu'il est toujours sur Canal. Peut-être que je dis une bêtise. Mais je pense qu'il va attendre soit cet hiver, enfin soit qu'un autre poste se libère mieux que Metz, soit attendre la fin de saison pour reprendre un projet sur un début de saison. Lille, c'est l'équipe qui tire le plus en Ligue 1 aussi. Oui, j'avais entendu ça exactement. Avant le match, il l'a précisé dans sa stat. Centre réussi. Bizarrement, mais ça réussit plus de centres que Lille. Ça, je suis surpris. Tu vois, 6 à 9. Dribble réussi, 7 à 5. Ça se tape. Nombre de fautes, 12 fautes. Alors, on a quelques infos également de nos amis du Républicain Lorrain. Soutenez la presse locale, c'est important. Vous le voyez, on a du contenu de qualité quand même. Lille a décroché sa plus large victoire à domicile en Ligue 1 depuis le 18 mai 2019, 5-0 contre Angers. Le LOSC compte 2 succès par 5 buts d'écart cette saison, 7-1 contre Lorient et 6-1 contre nous. La deuxième équipe du top 5 a réalisé cette perf avec le Bayern, 6-0 contre Leipzig et 5-0 contre Hambourg. Lille affiche 17 points après ses 9 premiers matchs, soit le même bilan que la saison dernière à ce stade. Au XXIe siècle, le LOSC a toujours terminé dans le top 5 en fin d'exercice lorsqu'il comptait au moins 5 succès après 9 rencontres. Là, on a des infos côté messin. Le FC Metz ne compte que 2 points après ses 9 premières journées, ça on le savait. Son plus faible total à ce stade en 65 saisons dans l'élite. Ça me gratte la tête tellement ça fait mal. Aucune équipe n'avait engrangé aussi peu de points après 9 rencontres de Ligue 1 depuis Arles-Avignon en 2010-2011, la fameuse saison d'Arles-Avignon exceptionnelle. Je crois que c'est l'année où il y a Caristéas et compagnie. 20e en fin de championnat, voilà, dernier. Par ailleurs, les Grenats ont désormais... Oui, voilà, 20e, et nous, c'est un championnat à 18. Donc, par rapport au nombre de points et tout ça, c'est encore pire.
Par ailleurs, les Grenats ont désormais encaissé 26 buts en Ligue 1 cette saison, n'en ayant concédé plus à ce stade d'année. Bon, attendez, je la refais, j'arrive plus à lire. Par ailleurs, les Grenats ont désormais encaissé 26 buts en Ligue 1 cette saison, n'en ayant concédé plus à ce stade d'un exercice dans l'élite que 2 fois, 20 27 en 48-49 et 32 en 49-50. J'ai rien compris à la phrase. Le FC Metz n'a remporté aucun de ses 9 premiers matchs de Ligue 1, devenant le 13e promu à afficher tel bilan à ce stade. Seuls le FC Nancy en 1960 et Monaco en 73-74 ont évité la relégation dans ce cas de figure. 2 équipes. Lille a remporté son 80... Bon, on s'en fout les infos sur Lille, à moins que ça vous intéresse. Mais faut qu'on accélère quand même. Il y a mon dessert qui m'attend après. Ah si, ça, petite info quand même, ils en ont parlé aussi. Lille compte 12 buts dans le dernier quart d'heure en Ligue 1, le plus haut total dans le top 5 sur l'ensemble de la saison passée. Seule la moitié des équipes étaient parvenues à marquer au moins autant de buts dans ce laps de temps, 9 sur 18. Lille a marqué 15 buts à la suite d'une erreur adverse depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison dernière. Au moins 2 de plus que toute autre équipe sur la période, 13 pour Marseille et Strasbourg. Papsi est d'ailleurs le premier gardien à en commettre une pour ses débuts en Ligue 1 depuis Ala Bellarouche avec Strasbourg contre le PSG le 2 février 2024. Bon, je vous laisse souffler un petit peu, ça fait beaucoup d'infos et moi je bois. Les stats qu'ils vont chercher, c'est un truc de ouf. Hamza Egaman a marqué lors de 3 matchs de suite, toutes compétitions confondues, réalisant cette performance pour la 2e fois dans un club européen après décembre 2024. Avec les Glasgow Rangers, 3 également. Seul Joaquin Panicelli. Panicelli, j'aime beaucoup. Il joue à Strasbourg, ça fait chier, mais quel joueur. Et Mason Greenwood ont plus trouvé le chemin défilé, toutes compétitions confondues cette saison avec un club français que l'attaquant de Lille. Félix Correa a inscrit ses premiers buts avec Lille, toutes compétitions confondues, ainsi que sa première réalisation en championnat depuis le 4 mai dernier. Ah oui, il est arrivé l'année dernière, Félix Correa, en fait. Ah non, avec Gilles Vicente contre le Sporting CP. Voilà, je me disais aussi. Le milieu offensif portugais s'est ainsi offert son 2e doublé en 86 matchs dans le top 10 européen, après celui face au National Madère, CD National, 19 avril dernier. Bon, voilà pour les quelques stats. À une époque, je soutenais la presse luxembourgeoise à un flou. Époque de mental. Sabali, à un moment, il arrive dans la surface, il tire pas alors qu'il est tout seul et ils ont les genoux qui claquent. Ouais, manque de spontanéité, ils l'ont dit aussi aux commentaires. Parce qu'en fait, il le dit très justement, je sais pas qui était le consultant, c'est un ancien joueur qui a joué à Nantes avec Gbamin, visiblement, je crois. Mais tu vois, ils attendent la position parfaite à chaque fois. Et en fait, il arrive sur son gauche, et à un moment donné, il faut arracher le but. Tu vois, ça peut être dévié, ça peut... Et à un moment, avant de prendre je sais plus, c'est avant de prendre le 3e ou le 4e, il y a un plat du pied de Bokele. Mais tu vois, on est trop tendre. Alors après, il s'applique, il essaie de trouver le cadre. Mais il y a des situations comme ça, tu sais que t'en auras que 3 ou 4. Il faut être plus méchant. Alors après, je suis assis là, je suis à moitié en pyjama. Bon, j'ai la belle petite veste de Metz, mais c'est plus facile de parler d'ici que quand t'es sur le terrain devant 30 000 personnes. Et puis, comme tu le dis, les genoux qui claquent, oui, la confiance, ça joue, évidemment. Sinon, Printemps, Dupraz, Girard. Je crois que Dupraz était dans la shortlist. À confirmer, je suis pas du tout sûr de ça. Autant Comboiré, je suis sûr, Dupraz à confirmer. Difficile de faire pire, donc s'il y a une mince espoir en changeant de coach, essayons. De toute façon, ça va être le débat qu'on aura tout à l'heure. Les Gomez, il y a le podcast de Les Gomez, j'ai trouvé très intéressant si tu veux. Ouais, j'écouterai ça aussi. J'aime bien en général écouter ce qu'il parle de Metz. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tout écouter. J'ai pas non plus eu le temps d'écouter le Graouli. En ce moment, j'écoute quand même. Mais là, j'ai tracé du taf. Je suis allé à la salle. Je suis quand même allé à la salle de sport avant de venir ici. J'ai pris le temps de prendre la douche, de manger, et d'où mon petit retard, comme d'hab. J'avais annoncé à 20h. Je pense que toi, Philou, devrais faire un atelier avec les qui nous servent d'attaquants. Bon, quoique, c'est pas un gros mot, je peux le dire avec les Schmerlap. Là, c'est toi qui le dis. Moi, je ne souscris pas à tes mots. Mais je sais pas, après moi, si tu me demandes mon avis là-dessus, pour moi, le fait qu'il y ait autant d'anciens qui soient partis du club, déjà, c'est symptomatique qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Pour moi, Metz, c'est un club, tu vois, tu dois faire marcher les anciens, tu dois t'appuyer dessus. Tu vois, la formation, il doit y avoir des anciens. Le mec de la réserve, ça doit être un ancien qui... Tu vois, on doit faire des cycles. Ça doit être un ancien qui, par la force des choses et par ses résultats aussi, il doit prendre la suite ensuite des professionnels. Parce que de toute façon, t'as pas les moyens d'attirer des coachs, tu vois, avec de l'argent.
Donc autant faire de la formation même à ce niveau-là, tu vois. Et de créer une vraie identité club. Regarde, celui qui va venir demain à Saint-Symphorien, mercredi, pardon, à Saint-Symphorien, Pierre Sage. Le mec, il est directeur du centre de formation à la base. Il a connu toutes les catégories de districts, de jeunes, de gens passe. Il est passé par tous les échelons. Le mec, à la base, bon, il est directeur du centre de Lyon, mais c'est personne. Il est là pour l'intérim, puis il fait ses preuves, puis 2 matchs, 3 matchs, puis au final, il reste. Et aujourd'hui, c'est un entraîneur de Ligue 1. Et ça, c'est des belles histoires. Et ça montre aussi que t'es pas obligé d'avoir été un grand joueur. Les Mourinho, ça n'a pas été un grand joueur, c'est un excellent coach. Donc à Metz aussi, pourquoi on pourrait pas faire comme ça. Les notes, c'était sur RCF Moselle. Ah oui, ils ont un partenariat. Le Milan a dégagé Oukidja et Traoré comme des malpropres. Non, après, gros, Oukidja était en fin de contrat, il était sur la fin d'un cycle. Et Traoré, pareil, retraite. Après, on a perdu, je pense. Oukidja, je sais pas s'il avait un discours ou quoi dans le vestiaire, mais je pense que déjà, il avait de la bouteille. Et pour moi, t'avais Oukidja dans les buts. Au-delà de ses. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, même si des fois il pétait un câble. Pour moi, j'étais rassuré d'avoir Oukidja dans les buts. Certes, il avait ce côté fou et tu te dis, putain, j'espère qu'il va pas prendre rouge. Mais par contre, je savais que là, on jouait Lille. Je savais que s'il y avait des face-à-face, des trucs comme ça, il allait être rassurant. Et surtout, je pense qu'il avait un rôle important aussi dans le groupe, la joie de vivre et tout ça. Mais celui qui avait un gros rôle à jouer, c'était derrière, c'était Traoré. Même sur la fin, quand il jouait plus. Et, ça a été justement souligné pendant le match, l'alliage entre des joueurs très expérimentés et des très jeunes joueurs du côté de Lille. Et on sent que c'est ce qui n'est pas le cas du côté de Metz. Il y a beaucoup de très jeunes joueurs, mais il y a trop peu de joueurs expérimentés. Alors on dit c'est un peu galvaudé parfois, oui, l'expérience, mais je pense que c'est pas des paroles en l'air, ça. Enfin, je pense que ça joue quand même. Il faut des leaders dans les vestiaires, mais pas forcément que dans les vestiaires. C'est des leaders sur le terrain, des leaders, des relais pour le coach, des joueurs qui savent te mener un bloc, tu vas te dire bah là on sort, là on recule, là on va chercher, là faut aller presser comme ça, là vas-y ferme sur le côté. Et puis même des leaders dans la perf, quoi, tout simplement. Franchement, la maturité dans le jeu de Fernandez Pardo hier, vous avez vu du déchet dans son jeu. Il fait toujours les bons choix. Toujours. Moi, je connaissais pas trop. Franchement, le mec, il a 20 ans. Il déborde, il centre, il déborde. Enfin, c'est incessant. Tu vois, c'est juste techniquement. C'est réfléchi. Regarde, je vais prendre un autre exemple. Le Paris FC. Quand ils montent en Ligue 1, ils essaient de créer une équipe Ligue 1. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un mec comme Moses Simon. Alors Metz n'a peut-être pas, et encore que, mais Metz n'avait peut-être pas le budget pour un mec comme ça, c'est même quasi certain. Mais c'est des mecs comme ça qu'il te faut devant. Ça t'assure, je le dis et je le répète. Mais quand Habib Diallo, il va pas te mettre 4 buts par match, ou il va pas te prendre le ballon à la ligne médiane et aller marquer, c'est pas Georges Mikotadze. Donc quand Habib Diallo il marque pas, il te faut un mec qui te met 4, 5, 6, 7 buts dans la saison, quand t'es un relégable. Il te faut un mec comme ça qui te met 7 buts, 7 passes D. Un peu comme un Dosevi qu'on a reçu récemment sur la chaîne. Je vous invite à aller voir l'émission d'ailleurs. L'émission Grenadine sur YouTube. Mais il te faut un mec comme ça. T'en faut un, voire deux même. Parce qu'à l'arrivée, t'as Diallo tout seul devant, à qui tu demandes monts et merveilles. T'as Gauthier, à qui tu demandes de revenir dans le bloc, de venir décrocher entre les centraux pour construire le jeu, de faire 80 mètres avec ou sans ballon, d'orienter le jeu dans le dernier tiers, de faire des passes décisives, de faire des frappes de loin et de marquer ou d'être à la finition et d'être proche de Diallo. Et tout ça en un seul joueur. Alors il l'a reconnu lui-même, on va écouter sa réaction après. Et de toute façon, je l'avais dit la dernière fois, j'ai dit lui, un joueur sait en général, un joueur sait quand il est bon ou quand il est pas bon. Et je pense qu'il le sait lui-même que cette année il est en dessous, malheureusement, et ça nous fait tous chier, parce que l'année dernière, même s'il est passé à travers certains matchs, globalement sur la saison, c'est le leader technique de cette équipe, avec Mathieu Hudol, on le rappelle. Mais là, oui, cette saison, c'est en dessous, forcément, parce que le niveau s'élève, mais parce qu'aussi, le niveau collectif est inférieur à ce qu'il a connu la saison dernière. Donc c'est plus facile de briller quand ton équipe tourne bien et que tu es au-dessus des adversaires. C'est beaucoup plus difficile de briller quand tes partenaires sont en dessous des adversaires. Et donc voilà, donc pour lui c'est compliqué aussi. Les notes justement,
les notes de l'équipe. Le récital de Correa, le naufrage Gbama. Tu vois, les naufragés de Lille. Félix Correa, 8 sur 10. Alors qu'il n'avait pas encore marqué avec le LOSC, a ouvert son compteur d'un lob bien ajusté du pied droit à 30 mètres après une erreur de relance de Si. Puis d'une reprise bien placée. Mathias Fernandez Pardo, 7 sur 10. Semble toujours allergique à la finition avec de nouveaux échecs en bonne position. Ouais, c'est vrai que j'ai dit qu'il a tout bien fait, mais bon, après 20 ans, hein, les gars, faut être indulgent. Il va toujours bien plus vite que ses vis-à-vis. La vitesse qu'il a mis à Gbama. Et je pense que Gbama est un peu hésitant parce qu'il est dans la surface et qu'il n'ose pas faire faute, je pense. Kwao l'a compris, elle a notamment laissé délivrer un centre en retrait décisif vers Egaman. Une seconde passe décisive pour trouver Correa après un nouveau festival, remplacé par Ben Taleb. Je pense qu'il fait aussi avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose. Salut à tous les BG. Salut Vambos. Je trouve qu'on parle pas assez du mercato désastreux d'Arpinon. Lawson, si c'est mauvais, pourquoi faire autant de... C'est si mauvais pour faire autant de bricolage. Alors, honnêtement, hein, je pense que ceux qui sont déjà dans le groupe ont déjà pas forcément le niveau Ligue 1. Le staff a reconnu lui-même que c'était un peu juste pour Lawson. Je pense que le passé de ne pas jouer à le bazarder contre Lille en Ligue 1. Alors après, il y a eu des saisons, hein, les anciens prennent souvent l'exemple, la saison avec Aubragnac, etc., Sabre Noir, où c'est les jeunes qui ont pris le pouvoir et qui ont aidé l'équipe à se maintenir, par l'insouciance, par la fraîcheur, parce qu'eux n'étaient pas forcément impactés par ce qui s'était passé sur la saison en cours. Mais, mais je sais pas si balancer Lawson à ce poste d'arrière gauche. En soit, si Tachvili, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Hein. C'est juste que, comme devant, on est défaillant, en fait, tu te prives d'une cartouche devant parce que tu le mets à ce poste-là. Tu vois. Si t'avais un système, même avec des pistons, bien huilés, tu vois, un truc où t'es bloc bas, tu te projettes vite vers l'avant, donc lui, il a juste à être dans le bloc, et puis dès qu'on récupère, à se projeter dans le couloir, un peu comme faisait Delaine à l'époque, à faire des grandes enjambées, parce qu'il va à 2000, et techniquement, c'est un ailier. Ça poserait pas de problème, mais là, le problème, c'est qu'il il doit défendre, et en plus créer les actions, parce que offensivement, on est trop faible. C'est ça le problème. Ouais, les choix Yigbe, Fischer, oui, oui, oui. Oui, on met de l'argent. Je pense qu'on a fait ce genre de recrue pour dire, regardez, on a des idées. Regardez, on a été recruté en Norvège, au Danemark ou je ne sais où. Alors que ça se trouve en France, pour moins cher, il y avait des joueurs d'aussi bonne qualité. Benjamin André, 7 sur 10. Après avoir mené la révolte en seconde période contre le PAOK, le capitaine a encore donné l'exemple. Agressivité entame et dans l'agressivité dès l'entame et a facilement contenu les offensifs messins. Après une première tête à côté, il l'a marqué d'une tête plongeante sur un centre de Correa. Donc passe D aussi pour Correa. Remplacé sous les acclamations par Diaoun. Dans un match comme celui-ci où il n'avait pas grand-chose à faire défensivement, il n'a pas cessé de proposer offensivement, un peu trop court sur un centre de Meunier. Il a signé le quatrième but en reprenant bien un service en retrait d'Haraldsson sur coup franc, 64e minute de jeu. Hamza Igaman, 6 sur 10. Romain Perrault, 6 sur 10. Je ne sais plus si je l'ai dit. Igaman, 6 sur 10. Donc ça, c'est les notes principales en vrai. Après, il y a le reste des notes en dessous. Je vais vous les énumérer. Alors c'est vrai qu'Olivier Giroud, je ne l'ai pas rappelé, mais il était blessé. Je pense que vous le saviez. En l'absence de Giroud, le Marocain a enchaîné en pointe et il a encore fait le show. Après une première frappe soudaine de 20 mètres, il a marqué en reprenant un centre en retrait de Fernandez Pardo. Il s'est fait plaisir, comme sur ses passements de jambes ronaldesques, et a multiplié les bons choix face à une défense très faible. C'est gratuit ça. Remplacé par Sarawi. Et je le disais, hein, dans son décrochage, etc., il a été franchement... moi j'adore. Encore une fois, aller chercher un mec aux Rangers. Il y a des marchés comme ça en France. Tu peux aller chercher en Écosse, en Belgique, dans des championnats secondaires. Alors oui, nous on tente le Danemark, mais je pense que à des tarifs là et dans la dimension de Metz, soit il faut aller chercher des top joueurs à moindre coût, mais pour prendre des joueurs moyens, je sais pas si c'est la bonne solution. Au moins sur MPG, je me suis régalé avec les... Je suis trop nul à MPG, moi. En plus, une fois sur deux, j'oublie de faire l'équipe. Parce que j'ai entraînement le vendredi, du coup, je zappe à chaque fois. Salut Nerodinho. Balotouré, pourquoi il joue pas il est fragile, il est blessé. Ça, je l'avais dit ici, hein, ou même sur Twitter aussi, j'avais dit... moi, j'ai rien contre le joueur, hein, mais le mec a fait 47 matchs en 4 ans. Et il est libre, et on attend septembre pour le prendre, et on nous dit oui, on n'était pas sûr de son physique. Déjà, c'est que t'as rien eu d'autre. Et si lui-même se retrouve libre en septembre, donc le mec arrive libre en septembre, pas de prépa, blessé,
fragilisé, pas de physique. Enfin, c'est ça. Enfin, je le dis. Hein. Après, on va y venir sur les choix de Lemina. Les cadres sont censés, enfin ceux qui sont censés être les cadres de cette équipe, pour l'instant, ils te crèvent. Pour l'instant, ils te crèvent. Ça dit Boussané, on nous le vend comme le joueur qui va être vendu 10 millions ou je ne sais combien au prochain mercato. Il a pris 6 matchs de suspension en 9 matchs. Où c'est que t'as vu un cadre qui prend 6 matchs sur 9 journées? Rien que ça déjà. Après, Gbamin, moi j'aime beaucoup Gbamin, donc je vais pas lui tirer dessus. Mais pour moi, comme c'est pas son poste, alors soi-disant, il a déjà joué quand même souvent à ce poste-là. Mais moi, pour moi, il serait meilleur avec peut-être pas un Traoré de maintenant à 35 ans, mais avec un taulier à côté de lui, je pense qu'il serait 100 fois meilleur. Donc déjà, il y a ça. Du coup, le Touré, présent une fois sur deux, malheureusement. Donc encore une fois, ça te crève ta défense, encore une fois. Boubacar Traoré, malheureusement, il y a souvent quelque chose quand même. Là, malheureusement, il était malade, mais voilà, c'est pas la première fois qu'il rate un match depuis qu'il est arrivé. Quand c'est pas lui, c'est Stambouli. Quand c'est pas Stambouli, c'est Deminguet. C'est-à-dire que sur les 4 milieux, t'en as déjà un ou deux qui est toujours pas là. Donc obligé d'aligner Alpha Touré, ça aussi c'est un choix que j'ai du mal à comprendre. Parce qu'autant l'argument de ne pas mettre Gauthier, l'argument c'est mettre un joueur de vitesse sur les côtés supplémentaires. Ok. Mais Gauthier, il est pas capable de jouer dans le 4-3-3 et d'être dans le bloc comme on l'a fait hier, à la place d'Alpha Touré. Moi ça je comprends pas. Alors après peut-être c'était aussi pour le piquer, hein, je sais pas, c'est peut-être aussi du management, mais je sais pas. Il y a des choix comme ça, on comprend pas. Je comprends pas, comme dirait l'autre. Gbamin 2 sur 10. Ouais, match compliqué pour Jean-Philippe Gbamin. Après, il avait un client en face. Hein. Moi, c'est ça que je regarde surtout. Face au phénomène Igaman, il a souffert le martyr en perdant la majeure partie des duels. Il a souvent été à contre-temps, notamment d'entrée. Manquant de tranchant sur la reprise d'Haraldsson, il a coulé avec l'ensemble de son équipe et a encore été emporté par Fernandez Pardo sur le troisième but. Il dévie légèrement la frappe de Perrault sur le quatrième et se fait encore avoir par Diaoun sur le sixième. C'est vrai que ça fait beaucoup. Quoi, 2 sur 10. Pareil, il avait un client, un calvaire au marquage de Mathias Fernandez Pardo, qui lui a fait des misères par sa puissance et ses changements de direction. Il le dépose notamment sur le premier but, un énorme déchet technique dans les relances en prime. Après, c'est pas son registre, remplacé par Mélière. Habib Diallo 3 sur 10. Il n'a rien montré à Pierre Mauroy. Chancel Bemba l'a devancé avec autorité durant toute la rencontre, avec des interventions marquantes. Il n'a pas été plus inspiré dans ses déviations. Papsi 4 sur 10. Il commet une immense erreur sur le but du break des Dogs. Sa relance du gauche a filé directement sur Correa, qu'il a lobé depuis les 30 mètres, sorti sur Civière. On est content, on a eu des bonnes nouvelles. Je crois que c'est nouvelle rassurante pour Papsi après son choc à Lille. Il a quitté l'hôpital dimanche soir, il reste en observation. On est de tout cœur avec lui. Fodé, fallait le prendre direct en backup plus un autre. En plus, c'est ça en fait. C'est que tu perds ton joueur le plus important à un poste où tu sais depuis un an que tu dois recruter et tu fais un pari, mais t'en fais qu'un quoi. Ça n'est pas la tête au club comme ça Bali. Oui, effectivement, je sais plus c'est qui est-ce qui disait ça. Je crois que c'était Steve Borbiconi qui disait oui, on l'a annoncé à droite à gauche. À un moment donné, le mec il est frustré. Oui, ça doit être ça. Yegbe vaut jamais ce qu'on a mis sur lui puisqu'il correspond pas au jeu de Lemina. Mais tu sais que j'ai vu des compiles, bon après c'était des highlights, hein, où niveau jeu long c'était pas trop mal. On l'a vu à un moment, il en a mis une sur Diallo. Après oui, on nous a dit oui, il y avait de la concurrence sur lui, etc. Moi je suis désolé, hein, c'est à un moment là je vais commencer à dire les termes quand même. Les mecs s'ils se retrouvent à Metz pour jouer le maintien en Ligue 1, il n'y a pas de secret hein, les gars. Je suis désolé, si le mec il se retrouve à Metz plutôt qu'à je sais pas moi, Paris FC, c'est une équipe ambitieuse. Il y a quoi comme équipe Toulouse, même Le Havre. Hein, le Havre, ça recrute pas mal avec tout ce qui est data, etc. Peut-être Auxerre aussi, ça recrute quand même. Mais je vais mettre Toulouse quand même. Toulouse, que Toulouse, c'est quand même un cran au-dessus. Il y a quoi comme équipe de milieu de tableau que je pourrais citer Brest désormais. Enfin, tu vois, si les mecs ils se retrouvent à Metz et pas dans ces équipes-là, à un moment donné, il n'y a pas de secret. C'est que malheureusement, on peut pas avoir mieux et que les joueurs qui viennent ne peuvent pas avoir mieux. Voilà, c'est la réalité économique du FC Metz.
Donc je le disais, nouvelle rassurante. Le reste des notes, parce qu'après je mets aussi le... Elles étaient là tout à l'heure, elles sont là. Je mets aussi ce débrief en podcast, donc pour ceux qui nous écoutent, j'ai affiché les notes du match. Monsieur Mio au sifflet 6, on s'en fout. Les Lillois rapidement, hein. Donc Perrault je l'avais dit, Mandy 6, André 7 on l'a dit, Boadi 5, Haraldson 6, Ozer 6 dans les buts. Donc Coréum du match à 8. Et Meunier 6. Et Genesio 8. Le Milan 3, c'est quand même gentil. Hein. Parce que dans les choix et dans les performances et les résultats, ça commence à être très 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 tendu. Kouao 2, on l'a vu. Titashvili 6, vous le voyez, un meilleur message. Avoir 6 quand tu prends 6-1, franchement. Sabali 4, avec les occasions manquées quand même, c'est gentil. Hein. Alpha Touré 4, Stambouli 4, Habib Diallo 3, Abuashvili 5, Demagué 4. Ouais, ils ont été gentils avec les notes. Hein. Ce que je vous propose aussi, j'ai les notes. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais alors, où est-ce que je les ai mises? J'ai les notes de Culture Grenat. Voilà, j'ai fait des screens. Je ne sais pas si vous voyez bien, dites-moi dans le chat. J'ai préparé les notes de Culture Grenat. J'ai fait des petites captures d'écran. Je vais me les mettre sous les yeux. C'est chiant, quand je regarde le PC, j'ai déjà remarqué sur les rediffs que j'ai les yeux vers le bas. Je suis vraiment pas coiffé aujourd'hui. Ouais, bah je vois que dalle. Hein. C'est écrit en tout petit. Et si je prends le... Ah non, là je crois que je vois un peu mieux. Donc Papsi 3, je pense à lui et j'espère qu'il est en bonne santé. Donc on a eu des nouvelles depuis, on l'a dit. Kouao 3, trop souvent dépassé par son adversaire direct. Dans le dur jusqu'à son remplacement. Cléo Mélière 4, qui a fêté son premier match en Ligue 1. Je pense qu'il lui a mis 4 pour lui, voilà, parce que c'était sa première. On a vu qu'il s'était fait dépasser, etc. C'est un jeune joueur, on est indulgent. Voilà. Gbamin 2, à côté de ses pompes, rare pour être souligné, mais si même chez lui ça commence à tanguer. Effectivement, je suis assez d'accord. Yekbe 3, pas franchement mieux que son compère de l'Axe. Titashvili 4, quel gâchis de le voir évoluer au poste de latéral, surtout lorsqu'on voit ce qu'il peut faire apporter offensivement. Stambouli 4, le capitaine du jour n'a rien pu faire pour empêcher cette nouvelle débâcle. Deminguet 2, à la ramasse, remplacé par Gerty pour les dernières secondes. Encore du beau coaching. Jérém qui tire à balles réelles. Alpha Touré 2, éprouvant à regarder là aussi, remplacé à l'heure de jeu par Gauthier Hein. 4, qui a essayé tant bien que mal de redynamiser les siens. Cheikh Sabali 3, s'il avait été à droite, on aurait pu espérer un triplé. Malheureusement, il ne l'est pas. Mais alors vraiment pas. Son premier raté restera dans les annales. Je suis désolé, je vois rien du tout. Remplacé par Ebou Sané, je crois qu'il lui a mis 6, qui lui a été à droite. Je vais voir si d'ici, j'arrive pas à les... Ah, mais sinon, ce que je peux faire, je suis bête, je peux les prendre d'ici. Dans les photos. J'espère que ça va pas s'afficher. De toute façon, ça se verra pas. Donc Ibou Sané, ah oui, là c'est beaucoup mieux. Ibou Sané 6, Abuashvili 4, l'un des rares avec son collègue géorgien a proposé à vouloir créer, à faire douter l'adversaire, mais c'est le premier à sortir, remplacé par Morgan Bokele qui n'a pas démérité. La gestion de Bokele, on en a déjà parlé, en Ligue 2 on le voyait de plus en plus, prolongé cet été, mais voilà, son utilisation elle laisse encore perplexe. On a du mal à lui trouver de la continuité et de manière générale à trouver de la continuité dans les 11 de départ. Habib Diallo 2, imprécis dans ses remises, à contre-courant dans son placement. Bref, un match plein de vide. Stéphane Emilian 2, des mauvais choix forts et toujours aucune amélioration tactique à l'horizon. Ça déborde. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ces notes. Voilà, globalement, dans l'ensemble, c'est cohérent. L'équipe qui est assez gentille quand même, je pense. Il faut vendre le club. J'ai entendu dire qu'il a refusé des offres. Oui. Après, il veut pas vendre à n'importe qui. Ça, c'est louable quand même. Et les comptes sont tous les ans à l'équilibre. Mais après, encore une fois, c'était le débat de la semaine dernière. À quel prix? Sans mauvais jeu de mots. C'est que économiquement, c'est OK. C'est à l'équilibre. Sportivement, la stratégie, elle fonctionne pas depuis X années. Parce que tu mises que sur Génération Foot. Sauf que tu as un joueur tous les 2 ans et que même quand on a un qui sort, de toute manière, tu fais pas une équipe avec un joueur. Et on a réussi à tant bien que mal de le faire. Tu remets les mots dans le bon ordre, comme dirait Jean-Claude Van Damme, avec Georges Mikotadze, mais c'était un miracle. C'est un miracle ce qu'on a fait avec Georges. Je vous remets le classement rapidement, donc il faut regarder vers le bas. Moins 20 de goal average, voilà. Et Lille qui est 5e.
avec 22 buts marqués, 11 buts encaissés quand même, mais bon, ça, ça, ça pile, ça marque des buts. La réaction de Stéphane Lumignan, on va s'écouter ça. À moins que vous voulez, ouais, on va peut-être revenir un peu sur ses choix quand même. Bon, on l'a quand même évoqué, hein. Donc je le disais, du mal à comprendre le choix d'Alpha Touré dans le milieu de terrain. Euh, je pense que dans un secteur aussi important, on peut pas se permettre de... Surtout avec l'absence de Bouba Traoré en fait. J'aurais pu entendre de vouloir piquer Gauthier et de tenter un truc, mais pour moi, si t'as pas Bouba Traoré, t'es obligé de mettre Gauthier sur ce match. Quitte à le sacrifier, enfin à lui faire jouer dans un autre registre, hein. Mais Alpha Touré, pour moi, c'est un joueur de Ligue 2 pour l'instant. Alors peut-être que ça va devenir un super joueur, hein, j'en sais rien. Pour l'instant, moi, c'est trop tendre. C'est trop tendre. Après, oui, avoir un joueur de plus dans les couloirs niveau vitesse, mais pour moi, Sabaly, c'est pas un joueur de couloir. Sauf que face à Lille, t'es obligé de défendre, donc il est dans le couloir. Après, oui, il repique dans l'axe quand on a le ballon, mais voilà. Et puis Habib Diallo, on sent qu'il est pas à 100%, encore une fois. Et que parfois il est esselé, et puis qu'on n'utilise pas forcément son jeu de haut but. Voilà, peut-être revenir à quelque chose de plus direct. Des longs ballons, des déviations, aller au mastic, aller gagner des duels, être plus compact, je l'ai dit tout à l'heure, mettre moins de distance. Franchement, il y avait des actions, il y avait des intervalles de fou. Aussi bien entre les lignes que entre les partenaires d'une même ligne. Donc ouais, les choix, moi je suis pas forcément d'accord avec ce qu'on a vu hier. Euh, Après, là, encore une fois, il est dépendant aussi des absences des uns et des autres, mais là on paye aussi le mauvais mercato aussi. Pas d'arrière gauche, on en a un sur deux et il est pas fiable physiquement malheureusement, hein. C'est une réalité de dire qu'il est pas à 100%. Le Magnus, maintenant même les meilleurs joueurs de Génération Foot ne viennent plus à Metz. Ouais, à Maradiouf, effectivement c'est symptomatique quand même. C'est symptomatique. J'ai du mal avec Abuashvili perso. Bah, moi j'aimais bien, après encore une fois on l'a mis au début, après on l'a mis à la cave pendant un mois et demi, donc enfin franchement je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà joué. Mais faire un match tous les 5 matchs, c'est trop dur. C'est trop dur. Il n'y a rien qui remplace un match. Mais pas même un match en réserve, hein, je vous le dis. Match en réserve et un match en Ligue 1, il y a déjà un monde entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Alors, c'est ça le truc en fait. Comme on n'a pas de continuité entre les 11 de départ, c'est trop compliqué d'avoir de la cohérence, d'avoir une continuité. C'est trop dur. Et pour les joueurs, physiquement, même dans les repères, dans la confiance.